Le FBI, le Bureau fédéral d'investigation, est le bras armé du ministère de la Justice des États-Unis. Tous ses agents doivent prêter serment et jurer de défendre la Constitution. I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance. Pour assurer l'indépendance politique du bureau, leur directeur jouit d'un mandat de 12 ans. Ce film raconte de l'intérieur comment le FBI, une marque mondialement connue, a longtemps cohabité, puis est entré en collision avec une autre marque, celle de Donald Trump. These were dirty, filthy cops at the top of the FBI. Un choc qui va ébranler durablement les fondements de la démocratie aux États-Unis. L'administration Trump met en évidence l'importance des normes. Rien dans la loi n'empêche qui que ce soit de les faire voler en éclats. Trump a brisé toutes les normes. Notamment, il ne s'est pas gêné pour empiéter sur l'indépendance du FBI. The president used Twitter to attack the Bureau's credibility. He said that the FBI's reputation is the worst in history. Il s'attaque au FBI, ensuite à la Constitution, parce qu'il ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Et il va continuer jusqu'à ce que plus rien ne lui barre la route. Nous sommes en route pour le J. Edgar Hoover Building, le quartier général du FBI à Washington. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Ce bâtiment me rappelle ma carrière, ces 31 années de bonheur et surtout l'importance des dirigeants du FBI qui travaillaient dans ces bureaux. C'était leur rôle de garantir notre indépendance. C'était toute une époque. Je ne m'attendais pas à faire une telle carrière et je ne l'échangerais pour rien au monde. L'agent spécial Myron Fuller est fasciné par Donald Trump depuis le jour où il l'a interrogé, il y a plus de 40 ans. J'ai travaillé au bureau new-yorkais du FBI de 1972 à 1983. Pendant mes années new-yorkaises, j'ai eu le plaisir de travailler dans ce bâtiment, tout là-haut, côté sud, au 28e étage. J'aimais New York parce qu'on ne se sentait pas comme des bureaucrates, mais plutôt comme une bande qui opérait un peu selon ses propres règles. C'est en 1976 que j'ai rencontré Donald Trump pour la première fois. La demande est venue directement du bureau du FBI de Miami. Je devais interroger Donald Trump au sujet de la vente de l'hôtel Fontainebleau à Miami Beach. Le Fontainebleau avait la réputation d'être tenu par la mafia. L'hôtel appartenait à un prête-nom, mais c'est la mafia qui gérait au moins une partie de ses affaires. Je lui ai demandé sans détour, « Monsieur Trump, voilà ce qu'on nous a dit. D'après nos sources, vous avez d'une manière ou d'une autre l'intention de devenir, soit en l'achetant vous-même, soit en tant que prête-nom, le propriétaire de l'hôtel Fontainebleau. » Ce à quoi il m'a répondu, « Eh bien, j'ai étudié la question, mais j'ai décidé de ne pas donner suite. »
Moi, si on m'avait interrogé sur mes liens possibles avec la mafia, j'aurais été un peu plus interloqué. J'aurais répondu « Pourquoi vous me posez cette question à moi, au juste ?» À l'époque, Donald Trump n'était pas dans mon radar. Je n'avais pas de raison d'approfondir l'enquête. Je n'avais aucune information supplémentaire qui m'aurait incité à lui poser plus de questions sur les liens qu'il avait ou qu'il aurait pu avoir avec le crime organisé. Myron est souvent sidéré par les déclarations publiques de Donald Trump. Avec le recul, je peux dire que je regrette de ne pas avoir ouvert ne serait-ce qu'une enquête préliminaire sur Donald Trump à l'époque. Je crois bien qu'il a réussi à nous esquiver pendant des années. Myron a pris sa retraite en 2001, quelques semaines avant les attentats du 11 septembre. Depuis l'annonce de la candidature de Trump à l'élection présidentielle en 2016, Myron a le sentiment d'avoir failli à sa mission, défendre la Constitution. Myron est décidé à démêler enfin les rapports entre Trump et le FBI, une histoire qui le hante depuis plusieurs décennies. Première escale, Brighton Beach à Brooklyn, la terre nourricière des Trump, là où tout a commencé. C'est ici, à Beach Haven, que la dynastie a connu ses premiers démêlés avec la justice fédérale. Fred Trump, le père de Donald Trump, a construit ici au moins 16 immeubles de rapport. Apparemment, il cherchait à ne louer ses appartements qu'à des Blancs, parce qu'il a rapidement été poursuivi par le gouvernement fédéral pour discrimination envers les Noirs. L'un de ses locataires était le chanteur folk Woody Guthrie. Guthrie a loué un appartement ici en 1950 et il en est parti en 1954 parce qu'il ne pouvait plus supporter la manière dont Trump discriminait les Noirs et d'autres minorités. Il l'a fait savoir en écrivant une chanson sur Fred Trump. Le morceau Old Man Trump n'était pas tendre envers lui. The way my landlord's treating me. I don't like the way Mr. Trump is treating me. I don't like the way Donald Trump, quand Donald Trump et son père étaient poursuivis par le ministère de la Justice pour pratiques discriminatoires, ils ont fait appel au même avocat que la plupart des grands noms de la mafia new-yorkaise, Roy Cohn. Et Roy Cohn est devenu le mentor de Trump. Roy Cohn est une figure légendaire de la politique américaine. Il était un peu l'éminence grise diabolique du macartisme à une époque, les années 50, où l'anticommunisme faisait rage aux États-Unis. Le mot d'ordre de Roy Cohn est ne jamais s'excuser, nier et attaquer. Attaquer et contre-attaquer. Et depuis, c'est comme ça que Trump conduit ses affaires. Never said it, never thought of it. It is fake news. It's more than fake news. It's corrupt news. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you. Instead of asking a nasty, snarky question like that, you should ask a real question. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this event? Are you talking to me? À la fin des années 70, New York est en faillite. La ville tombe aux mains des banquiers de Wall Street, décidés à en faire un paradis pour les riches. L'homme qui tombe à pic s'appelle Trump.
Il est l'incarnation du renouveau. Spécialiste du ravalement de façade, il se présente avec la fortune paternelle comme le sauveur de la grosse pomme. I had a great faith in New York. Primarily our purchases have been in New York, and about 5 years ago, New York was not considered very hot, and cities in general weren't considered too hot. Il a racheté un vieil hôtel délabré, le Commodore, sur la 42e rue, juste à côté de la gare Grand Central. Il l'a éventré pour en faire l'hôtel Grand Hyatt, qui est là aujourd'hui. À l'époque, New York était en faillite. C'est en partie pour cette raison que Donald Trump a pu racheter le Commodore, un hôtel immense avec 1200 chambres, pour $1. Et c'est probablement sa plus grande réussite. C'est son premier projet, et c'est ce qui l'a rendu célèbre. Dans la foulée, Trump achète l'immeuble du Bonwit Teller, magasin de luxe emblématique. Il le démolit pour y construire la Trump Tower. Tous ces projets se concrétisent à une époque où la mafia italienne a la main mise sur New York. Jeff Stein est une grande figure de la presse américaine. C'est lui qui a le premier raconté dans l'hebdomadaire Newsweek la rencontre entre Myron Fuller et Donald Trump. De toute évidence, Trump n'avait pas d'autre choix que de traiter avec la mafia pour ses projets immobiliers. On peut dire que sans l'aide de la mafia, il n'aurait jamais pu les mener à bien. C'était comme ça à New York à l'époque. Les relations de la famille de Trump avec le milieu du crime sont anciennes. Elles remontent à son grand-père, qui tenait un bordel du temps de la rue Everlord. Son propre père, Fred Trump, était en affaire avec la mafia. En 1976, quand Myron interroge Trump, le FBI commence à peine à pénétrer les milieux du bâtiment à New York, gangrénés par la mafia. Mais les fédéraux peuvent compter sur des informateurs, comme Ron Fino. Fils de mafieux, Ron Fino a passé sa vie à infiltrer le crime organisé. Je savais que la mafia l'avait aidé à construire la Trump Tower et le Grand Hyatt. Et le vieil immeuble du Bonwit Teller sur la 5e avenue était plein d'amiante. Les ouvriers ont tout emporté en camion pour balancer ça dans les égouts. Déjà que Trump les payait mal, mais surtout, le désamiantage a été fait n'importe comment. Et je devrais pas rire, car c'est une tragédie. L'amiante arrachée s'est envolée dans toute la ville. Empoisonner les habitants de New York est une tragédie. Mais surtout, selon la loi américaine, c'est un crime pour lequel Trump pourrait encore être poursuivi aujourd'hui. Ron a rendez-vous avec Jeff Stein pour raconter son histoire. J'ai eu mon diplôme, et comme tout le monde, j'ai dû trouver du boulot pour gagner ma vie. Mon père m'a présenté à Freddy Randaccio, un des capitaines de Magadino. Freddy a fait en sorte que je devienne membre de la section 210 du syndicat des travailleurs. C'est là que j'ai commencé à comprendre la puissance de la mafia. J'ai pu voir sa mainmise sur les syndicats de l'Ouest de l'État de New York. C'est la mafia qui répartissait les tâches. Ceux qui avaient des connexions héritaient des boulots faciles. Les autres devaient faire le plus dur. Des intendants aux chefs de chantier, les syndicats de la construction de la région étaient à la botte de la mafia. Pour construire, Trump compte sur la livraison à flux tendu de béton à prise rapide. Or, à l'époque, les Teamsters, les syndicalistes du transport routier, sont en grève. Trump règle le problème à sa manière et passe un marché avec le patron des Teamsters. Pour que le chantier coûte moins cher, aille plus vite,
Pour qu'il n'y ait pas de grève ou pour tenir les inspecteurs à distance, les promoteurs acceptaient de verser des pots de vin. La plupart du temps, les entrepreneurs ne prenaient pas un pourcentage. Ils demandaient un pot de vin pour qu'au final, le chantier leur revienne moins cher. Le promoteur se mettait d'accord avec l'entrepreneur sur le montant du pot de vin. Je te file 100 000, 300 000, 1 million pour que le chantier se passe bien. Have you ever knowingly done business with what I like to call organized crime? I have met on occasion a few of those people. They happen to be very nice people. You just don't want to owe them money. Yeah, I understand. Don't owe them money. Plusieurs fois, différents mafieux m'ont dit que Donald Trump était un ami. Oui, c'était un ami de la mafia. Trump trempait jusqu'au cou dans le crime organisé. Il a même dit qu'il ne voulait pas de caméras dans son bureau parce qu'il recevait des mafieux et que ces derniers ne voulaient surtout pas qu'il y ait des caméras partout. Au début des années 80, un collègue de Myron au bureau new-yorkais du FBI, Walter Stowe, enquête sur le crime organisé. Au fil du temps, Walter Stowe deviendra très proche de Donald Trump. Myron et Walter ne se sont pas revus depuis des années. On s'est rencontrés à New York. Et ces années new-yorkaises m'ont formé pour le reste de ma vie. Absolument. À l'époque où on travaillait au bureau new-yorkais du FBI, on a eu tellement de grandes affaires que plus rien ne pouvait nous intimider après. C'est vrai. C'était le bon temps. Prêt? OK. À l'époque, Walter Stowe traite avec un informateur de haut vol, Dan Sullivan. Dan est un conseiller de Trump et surtout son intermédiaire avec la mafia. J'étais en contact régulier avec Sullivan. Périodiquement, il me présentait des gens qui pouvaient peut-être intéresser le FBI. Il m'a dit, il y a un type qu'il faudrait que tu rencontres, un promoteur, il s'appelle Donald Trump. Je me souviens que Sullivan m'a expliqué que des ouvriers non syndiqués avaient été embauchés pour la démolition du Bonwit Teller. Sullivan finira par se brouiller avec Trump. Des années plus tard, il dénoncera publiquement ses méthodes dans un documentaire que Trump a longtemps essayé d'interdire. Les ouvriers dormaient sur le chantier. Ils n'avaient pas d'équipement de protection. Toutes les règles de sécurité étaient ignorées. Pas de masque, pas de gants. Ils dénudaient des câbles électriques à main nue, des câbles sous tension. Si je me souviens bien, j'en ai fait un mémo et je l'ai diffusé. Mais à ma connaissance, ça n'a jamais donné lieu à la moindre enquête. Un jour, Sullivan m'explique que Trump pense à se lancer dans le domaine des casinos à Atlantic City. Sullivan pensait que ce serait une bonne idée que Trump prenne contact avec le FBI. J'ai accepté de rencontrer Trump. L'agent responsable du crime organisé s'appelait Damon Taylor. Lui et moi, on a rencontré celui qui est aujourd'hui le président Trump dans son bureau. On lui a parlé de son intention de se lancer dans l'industrie du jeu à Atlantic City. Dans mon souvenir, Damon et moi, on lui a dit « Franchement, vous avez intérêt à être prudent si vous voulez faire des affaires ici. » La mafia avait un pied dans les casinos à cause des syndicats. Le syndicat des restaurateurs, par exemple, et d'autres. Il y avait beaucoup de familles mafieuses qui étaient de la partie à Atlantic City. Des familles de Philadelphie, de New York. Elles étaient toutes dans le coup d'une manière ou d'une autre. Pour construire et exploiter des casinos à Atlantic City, Trump fait l'objet d'une enquête de la part de la Commission des Jeux du New Jersey. Bien que ses liens avec la mafia soient connus, Trump obtient une licence en un temps record. Dan Sullivan, son bras droit, passe un accord avec la mafia pour louer le terrain où seront construits ces casinos.
On lui a fait comprendre que s'il décidait de se lancer dans l'industrie du jeu, ce ne serait pas une mauvaise idée que le FBI puisse monter une opération secrète dans le casino. Comme ça, on pourrait surveiller toute activité de la mafia autour du casino. Quelques années après avoir été sollicité par la mafia pour reprendre le Fontainebleau, Trump accède enfin au monde des casinos. Son plus célèbre tel casino sera le Taj Mahal. La renaissance d'Atlantic City, selon Trump, est en marche. Toute personne qui possède des hôtels est susceptible d'intéresser le FBI. Je suis sûr que quelqu'un comme Donald Trump, qui a autant de connexions internationales et de relations d'affaires, peut susciter l'intérêt du FBI. D'après ce que je sais, Trump était même considéré comme un informateur pour le FBI. Et il cultivait ses relations au FBI. C'est ce que font les gens qui nagent en eau trouble. Ils cherchent à avoir un joker sous le coude. Et ce joker, on l'obtient en étant un ami ou en devenant une source du FBI. J'ai revu Trump pour des affaires strictement personnelles. Il m'a appelé plusieurs fois. Une fois, j'ai déjeuné avec lui. Il m'a invité au 21 Club à New York. Le 21 Club est l'une des adresses les plus prestigieuses de New York. C'est ici que se forgent les amitiés et les relations qui font tourner la ville. On a évoqué l'idée que je travaille pour lui. Mais il a senti au cours de notre conversation que le FBI était très important pour moi. Il a fini par me dire, tu sais quoi, c'est peut-être mieux que tu restes au FBI. Et nous, on reste amis. Et c'est ce qui s'est passé. Nous n'étions pas des amis intimes, mais de temps en temps, tout au long de ma carrière, il est arrivé que Trump m'appelle pour tout et pour rien. J'ai quitté New York en 1983. Mais depuis, Trump et moi, nous avons continué à nous parler régulièrement. Il est probable que par la suite, quelqu'un comme James Kallstrom ait entretenu le même genre de relation avec lui. Trump se disait peut-être que s'il avait des soucis avec la mafia sur un chantier, il pouvait en parler au FBI. Pour démêler les liens entre Trump et le bureau new-yorkais du FBI, il faut explorer la relation que le futur président entretenait avec James Kallstrom. Aujourd'hui, je vais rendre visite à Jeff, chez lui, à Washington. Après plusieurs conversations téléphoniques, Myron a voulu rencontrer Jeff en personne afin de faire un point sur l'enquête. Kallstrom est un copain de Trump. Trump promet toujours de faire des donations à des associations, sauf qu'il ne le fait jamais. Mais il a bel et bien fait un chèque à la Fondation pour les vétérans des forces de l'ordre, créée par James Kallstrom, qui est un ancien marine. Politiquement, Kallstrom est sur la même longueur d'onde que Trump. Je pense qu'il a pu se compromettre, mais il est tenu en haute estime pour son service dans les marines et sa carrière au FBI. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé avec lui au bureau new-yorkais. Ce qu'il a fait avec la commission du renseignement était extraordinaire. Et c'était un expert de la mise sur écoute. On se demande bien ce que Trump faisait avec un spécialiste de la mise sur écoute. S'il y avait bien un expert dans ce domaine aux États-Unis, c'était Kallstrom. En raison du contexte sanitaire, James Kallstrom n'est pas un homme facile à contacter. Grande figure du bureau new-yorkais du FBI, Kallstrom a mené un groupe d'agents dans une guerre acharnée contre la mafia italienne à New York. Ex-marine, il porte la marque du Vietnam jusque dans son corps. Exposé à l'agent orange, le défoliant largué par l'armée américaine,
Il est aujourd'hui atteint d'une leucémie. Après de nombreuses tentatives, Myron a finalement réussi à joindre James Kallstrom. Hey Jim. Tu me vois? Je te vois. On a dû mettre sur pied toute une batterie de systèmes qui n'existaient pas. J'ai supervisé l'amélioration de nos capacités techniques et la création de nos systèmes de surveillance. On est parti de rien et on a fini avec 12 équipes de surveillance au sein du bureau new-yorkais. Et on a enchaîné les succès. Dans les années 80 et 90, Kallstrom est l'un des personnages les plus puissants de New York. Alors que les autres agents sont régulièrement mutés dans tout le pays, lui reste en place au cœur de toutes les enquêtes majeures du FBI durant 2 décennies. Avec la présence des Nations Unies, le fait que New York soit une ville internationale et le fort taux de criminalité, Kallstrom a vu ses responsabilités s'étendre à presque tous les immeubles, tous les appartements et tous les bureaux de Manhattan. De ce fait, Kallstrom était dans une position unique et sa responsabilité plus large qu'aucun autre agent au sein du FBI. In the last 4, 5, 6 years, there have been more convictions, more imprisonments, and more damage done to the structure of organized crime in America than ever before in our history. Rudy Giuliani profite de l'efficacité du bureau new-yorkais du FBI pour mettre au pas la mafia italienne. À l'époque, Rudy Giuliani était procureur fédéral du district sud de New York. Il a multiplié les procès contre la mafia italienne et l'a attaquée sans relâche. Les équipes de surveillance du FBI, menées par James Kallstrom, offrent à Rudy Giuliani une série de succès retentissants. En haut de leur tableau de chasse, John Gotti, le célèbre chef mafieux trahi par son lieutenant Sammy Gravano. Gravano aimait se vanter du pouvoir qu'il exerçait sur Donald Trump. I literally marvel at the sight of Manhattan when I see it because I controlled it. I literally controlled Manhattan. I think of Donald Trump and everybody else who couldn't build a building if I didn't want to build it. La Trump Tower a été construite avec le concours de la mafia et ses appartements de luxe attirent tout naturellement les grandes figures du crime organisé et leurs capitaux douteux. Il est impensable que le bureau new-yorkais du FBI, et en particulier James Kallstrom, ait ignoré les activités de Donald Trump. Trump et moi n'étions pas des amis intimes, plutôt des associés qui s'appréciaient. Il m'appelait régulièrement pour me remonter le moral et de temps à autre, je l'appelais s'il avait mauvaise presse ou qu'il avait besoin qu'on lui remonte le moral. C'est quelqu'un de bien, de très bien, avec un grand cœur et qui fait beaucoup de bonnes actions que les gens ignorent. Ça, c'est mon avis. On est toujours en contact aujourd'hui. Rudy Giuliani devient le preux chevalier de New York. Mais sa croisade contre les familles mafieuses épargne leurs complices, les promoteurs immobiliers. Peut-être parce que certains d'entre eux, comme Donald Trump, ont promis de financer généreusement sa campagne pour devenir maire de New York. Pour étendre son empire, Donald Trump a besoin de fonds et se tourne vers l'Est. Après des vagues d'immigration successives, la diaspora russe s'est enracinée ici, à Brooklyn, la terre nourricière de Trump et la terre d'adoption de la communauté russe. Dans les années 90, Brighton Beach devient sous la protection des Italiens, le territoire de l'opulente mafia russe. Les mafieux russes ne se sont pas implantés ici du jour au lendemain. Ils sont arrivés progressivement. Il y a eu Brighton Beach et les autres quartiers. Bien sûr, la mafia italienne était en relation avec eux, parce que les Russes avaient beaucoup d'argent. Les Italiens cherchent à faire profil bas. Ils cèdent aux Russes le contrôle d'une partie de leurs opérations.
il conclut un marché avec David Bogatin, un chef de la mafia russe. En échange d'une commission, Bogatin devient le maître d'œuvre d'une de leurs arnaques de prédilection. La première grande escroquerie de la mafia russe était une arnaque aux impôts sur des stations essence. D'abord, les Russes créaient des centaines de sociétés écrans pour acheter des stations. Ensuite, juste avant que le fisc ne vienne réclamer les impôts qui étaient dus, ils déclaraient faillite et revendaient l'affaire à une autre société. Comme ça, le nouveau propriétaire pouvait dire au fisc « c'est pas moi, c'est le précédent ». Ils ont commencé à New York dans les années 80 et ramassaient environ $1 milliard par an. Ça faisait beaucoup d'argent. Et ils ont étendu ce système à d'autres États. Ils ont finalement eu tellement d'argent qu'ils ont dû le blanchir. Et c'est là que David Bogatin est allé voir Donald Trump et lui a dit « Je t'achète 5 appartements ». Je ne lis pas dans les pensées, mais je soupçonne que lorsqu'il a conclu cette première vente, Trump avait le sourire aux lèvres. Il aimait faire affaire avec des gangsters. C'est parfait de vendre à des gangsters, car ils payent le prix fort et il n'y a pas de risque qu'ils vous attaquent en justice. Pour Trump, c'était la première transaction de la sorte. Et il y en a eu beaucoup d'autres après ça. Elles se sont toutes déroulées dans des conditions qui paraissaient très suspectes pour ceux qui enquêtaient sur le blanchiment d'argent. Si vous avez $10 millions qui proviennent du trafic de cocaïne, vous pouvez vous en servir pour créer une entreprise lambda, comme une société anonyme, et ensuite acheter un appartement. Ensuite, vous n'avez qu'à le revendre pour récupérer l'argent, et si on vous demande d'où vient l'argent, vous dites « Oh, j'ai vendu mon appart ». Et c'est comme ça que votre argent a été blanchi. James Moody est un ami de longue date. C'est un ancien agent du FBI et un collègue du bureau new-yorkais entre la fin des années 70 et le début des années 80. Il supervisait l'une des divisions spécialisées dans le crime organisé. On enquêtait ensemble sur les grandes figures de la mafia. James est devenu le spécialiste de la mafia russe. Et d'ailleurs, il s'est souvent rendu à l'étranger dans le cadre de ses missions. James! Salut! Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Allez, entre, je t'en prie. Le FBI a besoin d'un faisceau de preuves pour lancer une enquête. Quelque chose qui constitue une violation de la loi fédérale. Difficile si personne ne dit quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. La ville ne nous disait rien. Je suis sûr que le fisc n'en savait rien non plus. La Trump Tower était parfaite pour blanchir de l'argent. Idéal même. Les Russes pouvaient acheter les appartements en liquide sans que personne ne sache qui payait ni d'où venait l'argent. Aux États-Unis, la loi définit le concept d'aveuglement volontaire. Si quelque chose se reproduit régulièrement, on peut prouver que quelqu'un a fermé les yeux de manière délibérée. En l'occurrence, Trump a fermé les yeux 1300 fois. Alors, on peut faire une erreur de jugement 1 ou 2, voire 3 fois, mais 1300 fois, c'est intentionnel. Oups, j'ai encore blanchi de l'argent. Oups, faut vraiment que j'ouvre l'œil. Dans les années 80, persuadé que tous les conflits peuvent se résoudre à coups de deals financiers, Trump tente de se rapprocher de Gorbatchev, le dirigeant soviétique. Pour beaucoup d'Américains, la période Gorbatchev est marquée par l'arrivée au pouvoir d'un secrétaire général très affable, qui menait une politique sympathique avec la perestroïka, la glasnost, et les Américains se disaient « on a gagné, c'est la fête ». Mais ces apparences cachaient une réalité très différente.
Après l'effondrement de l'Union soviétique, les digues ont cédé. Et des milliards de dollars cherchent par tous les moyens à s'immiscer dans le système bancaire occidental. Après la chute du bloc soviétique, l'État en faillite brade ses fabuleuses ressources naturelles. Elles sont captées par des oligarques qui opèrent à la frontière entre l'ultracapitalisme et le crime. L'agent du FBI, James Moody, alerte sa hiérarchie sur la menace que représente cette nouvelle forme de criminalité. Le FBI et la police de Boris Eltsine, premier président de la Fédération de Russie, montent une opération conjointe. Lors d'une réunion en Russie, l'adjoint du ministre m'a donné le nom d'une figure mythique, légendaire de la mafia russe, surnommé Yaponchek, le petit japonais, un type appelé Ivankov. Apparemment, Ivankov faisait partie de l'élite de la mafia et il avait été envoyé aux États-Unis pour reprendre la main sur toute la mafia russe et la diriger. Et nous, on ne savait même pas qu'il était là. On a transmis cette information au bureau new-yorkais du FBI qui a mis sur pied une division russe chargée de localiser Ivankov. Et ils ont eu le plus grand mal à le retrouver. Finalement, ils ont découvert où il était. Il vivait dans la Trump Tower. Imaginez, une figure mythique du crime organisé russe qui vit dans la Trump Tower et qui, en plus, passe son temps dans un casino de Trump du New Jersey. Quand le FBI a commencé à se rapprocher d'un peu trop près, Ivankov l'a su et il a quitté la Trump Tower pour se planquer à Brooklyn. Ivankov sera finalement arrêté à Brooklyn par les agents du bureau new-yorkais de James Kallstrom. Pour ceux qui connaissent New York, le numéro 721 de la 5e avenue, là où se trouve la Trump Tower, est une des adresses les plus chics de la ville. Pas vraiment un quartier malfamé. Pourtant, il y avait des criminels. Dans l'un des étages les plus hauts de la tour, le FBI a démantelé un réseau de jeux clandestins installés dans des appartements achetés par des Russes. Il y a eu 29 arrestations. Trump vivait et travaillait dans la Trump Tower. Il y était tout le temps. Il savait forcément ce qui se passait. Descente, mise sur écoute, arrestation dans ses immeubles. Rien n'y fait. Trump n'est jamais dans le viseur du bureau new-yorkais du FBI. Comme s'il était hors d'atteinte ou protégé. Pourquoi est-ce que le FBI semble ne pas s'intéresser à certains criminels en col blanc? Pour l'agent spécial Mike German, les agissements de certains hommes d'affaires sont une menace pour la sécurité nationale. Mais dans un pays ayant le profit pour seul horizon, ils sont rarement inquiétés. Le FBI semble incapable d'accepter que des crimes commis par des personnalités de l'élite sont aussi dangereux, voire plus dangereux pour notre sécurité mondiale que les actes d'un forcené avec une arme. C'est une question de sécurité nationale. Si quelqu'un commet des actes de corruption, comment peut-il diriger notre pays d'une manière qui n'est pas corrompue? Les années 90 sont marquées par une série de revers pour Donald Trump, dans ses affaires comme dans sa vie conjugale. Il divorce de sa première femme, Ivana. Il épouse brièvement la reine de beauté Marla Maples, sa maîtresse. Et il passe le plus clair de son temps à faire la fête, notamment avec son nouvel ami, Jeffrey Epstein. Jeffrey et Donald ont beaucoup en commun. Tous deux sont presque milliardaires, propriétaires de jets privés et amateurs de jeunes femmes. Bill et Hillary Clinton, dont Trump est alors très proche, sont à la Maison-Blanche. Ils sont la cible d'enquêtes incessantes menées par le FBI.
Son directeur, Louis Freeh, et ses agents sont convaincus que le couple présidentiel est immoral et indécent. À la fin, Louis Freeh ne voulait même plus aller à la Maison-Blanche. Moralement, les Clinton et lui étaient aux antipodes. Dans les années 90, le bureau new-yorkais du FBI est au fait de sa toute-puissance. Les gens parlent de l'attitude du bureau new-yorkais. Mais notre attitude, c'était de gagner, de faire ce qu'il fallait, de ne pas se contenter de prendre son salaire, qui n'était pas extraordinaire d'ailleurs. Toute ma carrière, je me suis tenu à l'écart du FBI de Washington. Je ne leur parlais jamais. Je n'avais pas de temps à perdre avec leurs conneries. Le bureau new-yorkais a toujours manifesté un certain manque de respect envers la direction à Washington. Mais Washington s'en accommodait pour ne pas freiner les succès de New York. Et cette attitude leur a coûté très cher le 11 septembre. What's this other jet doing? What's this other jet doing? Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! Ancien agent spécial, Asha Rangappa donne des cours sur la sécurité nationale à l'université Yale. En 2001, elle fait partie d'un important contingent de recrues sélectionnés sur de nouveaux critères dictés par la menace terroriste. Quand j'ai été recrutée, le FBI était en train de se réinventer. Il faut reconnaître que c'est le FBI et la CIA qui ont porté le chapeau après le 11 septembre. La commission d'enquête n'a pas été tendre sur le rôle de ces deux agences. Robert Mueller a pris la tête du FBI le 4 septembre 2001, 7 jours avant les attentats. Malgré les échecs du bureau, il parvient à conserver toutes les fonctions dévolues au FBI. Le FBI était à la croisée des chemins. Mueller est arrivé au moment où le Congrès envisageait sérieusement de scinder le FBI en deux entités. Les missions de renseignement devaient être retirées au FBI et confiées à une autre agence. Et le FBI devait se recentrer sur l'application de la loi. Avec le 11 septembre, nous avons compris que les terroristes pouvaient planifier des attentats à l'étranger, recruter à l'étranger, se financer à l'étranger, pour ensuite nous attaquer sur le territoire américain. Donc il a fallu mettre en place toute une infrastructure de collecte de renseignements pour les identifier avant qu'ils nous attaquent. Je pense que Mueller a parfaitement réussi à convaincre les membres du Congrès que le FBI était à la hauteur de la mission. Le 11 septembre a été un tournant. Mueller a profondément changé le FBI. Mais franchement, il n'a pas fait grand-chose pour renforcer son rôle d'agence d'investigation. Il y a sûrement eu du bon aussi, comme l'idée de créer un groupe d'analystes solides, entre autres choses. Mais à mon avis, les changements les plus importants auxquels Mueller a contribué n'étaient pas bons pour le FBI. Le nouveau millénaire marque aussi un tournant pour Donald Trump, dont l'horizon semble bien sombre. La plupart de ses affaires échouent lamentablement. En particulier ses projets à Atlantic City, une ville qui se souviendra longtemps de ses promesses vides. Quand Trump s'est retrouvé avec 4 milliards de dollars de dettes, ce sont les Russes qui ont volé à son secours. À l'époque, aucune banque occidentale ne voulait lui prêter de l'argent à part la Deutsche Bank, qui avait la réputation de blanchir de l'argent pour les Russes. Il faut sauver le soldat Trump. Une fois encore, l'amical russe met sa créativité au service du Golden Boy en déroute et invente Bayrock. Créée en 2002, Bayrock est une entreprise immobilière adossée à des capitaux russes et financée par Tamir Sapir, une vieille connaissance de Brighton Beach.
Bayrock lui a dit « On va te faire une offre que tu ne peux pas refuser. On apporte des centaines de millions de dollars, 2 milliards peut-être, et on va construire plusieurs tours. » C'est Bayrock qui a tout payé, et Trump a vendu son nom en échange d'une commission de franchise extrêmement élevée, entre 18 et 25%. C'est comme ça qu'il a encore fait fortune. Il a retrouvé des couleurs grâce aux Russes. Pour éponger ses dettes, Trump se fait à nouveau prête-nom et vend à ses amis russes ce qui lui reste de plus précieux, sa marque. Le capitaine de cette entreprise s'appelle Felix Sater, un personnage clé au cœur des relations troubles entre Trump, la Russie et le FBI. Interrogé par des étudiants, Felix Sater s'est expliqué devant les caméras de l'école de journalisme de Berkeley. Trump avait un nom célèbre et je savais qu'il ferait vendre. Il n'y a pas de marque dans l'immobilier. Il y a des marques de vodka, de vêtements, de tout. Lui, il a inventé une marque d'immobilier. Je voulais me lancer dans l'immobilier et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Sater était un criminel condamné. Il avait poignardé un type au visage dans un bar, 110 points de suture. Et il avait aussi monté ce qu'on appelle un pump and dump, le genre d'escroquerie financière de manipulation des marchés que la mafia russe organisait de temps en temps. C'est une histoire assez remarquable, parce qu'en dépit de son passé trouble, il a aidé le FBI et la CIA dans de nombreuses affaires. Il leur partageait des informations sur l'influence de la mafia à Wall Street, ou des renseignements obtenus auprès de ses sources russes sur Al-Qaïda, sur Ben Laden, ou sur des attentats en préparation visant des troupes américaines en Afghanistan. J'ai travaillé avec la DIA, la CIA, le FBI, j'ai traqué Ben Laden, des hackers russes, j'ai protégé notre pays de ses plus dangereux ennemis. J'ai retrouvé les terroristes du World Trade Center. J'ai empêché une tentative d'assassinat sur George Bush. Mais ça, on n'en parle jamais. Il coopérait avec le FBI et leur fournissait diverses informations au sujet du contre-terrorisme, entre autres. En échange, le FBI le laissait continuer ses activités criminelles, en l'occurrence blanchir de l'argent avec Donald Trump. On était dans le même bâtiment, dans la Trump Tower. On était au 24e étage, la Trump Organization au 26e. Vous étiez en bon terme? Oui. Comment était votre relation? Amicale. Appelé à témoigner dans un procès civil, Donald Trump a été interrogé sous serment sur ses relations avec Felix Sater. I do. About how many times have you conversed with Mr. Sater? Over the years? Over the years, if you could estimate. Not many. Not many. If he were sitting in the room right now, I really wouldn't know what he looked like. Okay. Je l'ai rencontré des centaines, peut-être des milliers de fois. Quand les enfants de Trump sont venus à Moscou, Trump a demandé à Félix de les accompagner pour leur faire visiter la ville. Sater a emmené Ivanka à Moscou et l'a laissé entrer dans le bureau de Poutine et s'asseoir dans son fauteuil. Donc ça m'étonnerait que Trump ait du mal à reconnaître Félix. Trump souhaite à tout prix imposer sa marque à Moscou. Il a besoin d'alliés pour parvenir à ses fins. C'est ici qu'entre en scène un autre personnage de son Brooklyn natal. Michael Cohen est un ami d'enfance de Felix Sater. Les deux hommes connaissent tout le monde à Brighton Beach et fréquentent le Tatiana, haut lieu de la communauté émigrée russe. Michael Cohen devient l'avocat personnel de Donald Trump et son homme à tout faire. Trump fera de lui l'un des architectes de sa campagne de Russie. Les hommes de Trump visent le Kremlin. Trump a commencé à manœuvrer avec les Russes pour construire un hôtel en Russie.
Et selon son ancien consigliere Michael Cohen, il aurait même offert à Poutine le dernier étage de ce futur hôtel en échange du droit de construire une tour Trump à Moscou. Pour Trump, c'était le meilleur moyen d'obtenir le feu vert pour son projet. C'est comme ça que Trump voit les choses. Si vous parlez directement au chef et que vous arrivez à le convaincre, l'affaire est dans la poche. You have a special announcement where the Miss Universe pageant will be held this year. Go ahead. Are you ready? The Miss Universe pageant will be held at Crocus City Hall in Moscow, Russia. You know, I was in Moscow a couple of months ago. I owned the Miss Universe pageant. And they treated me so great. Putin even sent me a present, beautiful present, with a beautiful note. I spoke to all of his people. Voilà ce qui s'est passé. Trump essayait de faire passer son projet de Trump Tower à Moscou fin 2013. Mais en février 2014, Poutine décide d'annexer la Crimée. L'intervention des Russes va rapidement entraîner des sanctions imposées par les États-Unis et par l'Union européenne. Et l'une des cibles de ces sanctions, la banque VTB, fait partie des institutions financières qui allaient financer la Trump Tower de Moscou. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. And we are going to make our country great again. Cette annonce bouleverse la nature des relations entre Trump et le FBI, dont les services de contre-espionnage sont contraints d'enquêter sur le candidat et de passer au crible ses éventuels liens avec des puissances étrangères. Garants de la sécurité nationale, ils doivent se montrer intraitables avec Donald Trump. Aucun deal n'est possible avec eux. Ainsi fonctionne le FBI. Toute information glanée par ces services de contre-espionnage ne peut être ni divulguée au public, ni partagée avec d'autres agents qui travaillent dans les services criminels. Myron lui-même ne peut révéler tout ce qu'il sait. Le journaliste Craig Unger, lui, est libre d'évoquer ce qu'il a appris au cours de ses investigations. Il est convaincu que les services de contre-espionnage surveille depuis des années les amis russes de Donald Trump, et donc Trump lui-même. Juste avant que la mafia russe n'arrive à New York, il y avait un magasin d'équipements électroniques en bas de la 5e avenue, près du Flatiron. Il s'appelait Joylord Electronics. Il appartenait au moins en partie à un homme appelé Semyon Kislin. Kislin, qui s'est avéré être un associé de très longue date de Donald Trump, probablement plus de 40 ans, faisait partie, selon mes sources, du KGB. Et apparemment, ce magasin d'électronique aurait été une façade du KGB. C'est comme ça que le KGB s'est rapproché de Trump. Vendre des téléviseurs à très bas prix, ça n'a rien d'illégal. C'est sûr. Je ne peux pas imaginer que le bureau new-yorkais du FBI n'ait rien su de tout ça. Mais à cette époque, la Russie s'appelait encore l'Union soviétique. Tout ce qui concernait la Russie était une question de sécurité nationale et relevait des services de contre-espionnage du FBI et non des services criminels. Mais je me pose une autre question depuis longtemps. Avec toutes ces mises sur écoute, que ce soit de la mafia ou d'autres criminels, pourquoi est-ce que le FBI n'a jamais rien entendu sur Trump ? Qu'est-ce que j'aimerais revenir dans le temps? Je suis persuadé que le nom de Trump serait apparu quelque part. Pour comprendre le rôle essentiel de Kislin dans la trajectoire de Donald Trump, il faut remonter à la fin des années 70, à l'époque où les deux hommes ont fait affaire pour la première fois. Ancien fournisseur de matériel électronique pour les diplomates soviétiques, Kislin est soupçonné d'être lié au crime organisé russe. Personnage de premier plan en Ukraine, il aime afficher sa réussite aux États-Unis. Здравствуйте. Меня зовут Сэм Кислин. Я американский бизнесмен. À plusieurs reprises,
Interpol a établi des liens entre Kislin et les réseaux d'Ivankov. Proche de Trump et de Giuliani, il a aidé à financer leur campagne électorale. Tamir Sapir, le bailleur de Bayrock, était un de ses associés de longue date. Sapir et Saiter ont été les grands artisans du blanchiment d'argent dans les propriétés de Trump. Sam Kislin a toujours nié toute malversation. La mafia russe est une branche des services secrets russes, en tout cas à l'époque du KGB. J'ai interviewé Oleg Galubin, un ancien responsable du contre-espionnage au sein du KGB. Il m'a dit « La mafia, ça fait partie du KGB ». Ainsi, par ses contacts répétés avec le crime organisé russe, Trump est entré dans le radar des services secrets soviétiques, puis russes, ouvrant une dangereuse brèche. Un cadeau inespéré pour Moscou. Je pense qu'il y a eu une suite d'opérations qui se sont succédées et qui portaient toutes la marque du KGB. Felix Saiter et Michael Cohen se rendent-ils compte à cet instant de la portée de leurs actes? En mêlant leurs projets immobiliers à la politique étrangère des États-Unis, ils tombent dans le giron d'une puissance étrangère et entraînent avec eux celui qui va devenir le futur président des États-Unis. En novembre 2015, Felix Saiter écrit à Michael Cohen « Je vais obtenir le feu vert de Poutine et on va faire élire Donald. Mon pote, notre poulain peut devenir président. » Trump a invité publiquement les Russes à l'aider dans la campagne présidentielle. Et il a tout fait pour détourner l'attention de ce que manigançaient les Russes. Par ses actes et ses déclarations publiques, Trump a laissé le champ libre à Poutine pour attaquer la démocratie américaine. La Russie a attaqué nos valeurs et nos institutions démocratiques en dressant les Américains les uns contre les autres. Elle a essayé de détruire la confiance qui sous-tend le tissu social de notre démocratie. Pour le Kremlin, l'issue des élections présidentielles américaines importe peu. L'essentiel est de déchaîner les passions et semer la discorde pour saper toute confiance dans les institutions démocratiques. Un objectif que partage Donald Trump. C'est dans ce sens qu'on peut dire que Trump s'est rendu complice d'une conspiration initiée par le gouvernement russe visant à interférer dans les élections américaines. Dès que leur candidat obtient la nomination républicaine, les émissaires de Trump s'activent. En multipliant les appels du pied en direction de Moscou, ils éveillent les soupçons du FBI. Le FBI a lancé une enquête de contre-espionnage appelée Crossfire Hurricane fin juillet 2016 sur les membres de la campagne de Trump. Il s'agissait d'une enquête de contre-espionnage et donc, de par sa nature, elle était classée top secret. Il aurait été contre-productif et probablement illégal de révéler quoi que ce soit publiquement à l'époque. L'enquête visant la campagne de Trump, nom de code Crossfire Hurricane, est classée top secret. En effet, il s'agit d'une opération de contre-espionnage. À l'inverse, les enquêtes criminelles du FBI sont publiques. En 2016, la candidature de la démocrate Hillary Clinton est plombée depuis plusieurs mois par une enquête du FBI au sujet de son serveur d'email privé. À l'époque, James Comey est le directeur du FBI. Nommé par Barack Obama, Comey a pris la succession de Robert Mueller en septembre 2013. En poste depuis seulement 3 ans, c'est à lui qu'échoit la responsabilité de superviser l'enquête sur les courriels d'Hillary Clinton. Good morning. I'm here to give you an update on the FBI's investigation of Secretary Clinton's use of a personal email system during her time as Secretary of State. Le FBI
a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour justifier de poursuites pénales, ce qui permettait de clore l'affaire. Je trouve cette décision déconcertante, tout comme James Kallstrom, qui a travaillé avec Comey, et de nombreux agents avec qui je suis en contact. Ils trouvent ça honteux. Et voilà que Rudy Giuliani raconte à la télé que les agents du bureau new-yorkais du FBI sont révoltés par la décision de Comey. Et qui vient sur Fox News pour vilipender James Comey? James Kallstrom. J'ai parlé à une quinzaine d'agents, dont certains en fonction, et ils s'inquiètent pour la réputation de cette agence qu'ils chérissent, à laquelle ils ont consacré leur vie. Ils estiment que Comey n'a pas le droit de souiller ainsi la réputation du bureau. C'était du jamais vu. Un ancien responsable du bureau new-yorkais qui critique publiquement le directeur du FBI en poste. Il y a d'habitude une forme d'omerta au sein du FBI. Alors Kallstrom est parti en vrille. Oui, c'est triste. Vraiment triste. Je ne pense pas que James ait mesuré le tort qu'il causait au FBI en déblatérant comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'autres agents du FBI qui s'expriment ainsi sur Fox News. Je ne critique jamais le FBI par plaisir, mais plutôt mourir que de me taire et faire comme si de rien n'était. J'ai tout de suite vu que Comey était un abruti et qu'il faisait n'importe quoi. Clairement, c'était un grand malade, d'une arrogance dingue. Politiquement, Kallstrom avait de bonnes raisons de critiquer Hillary Clinton, James Comey et le FBI. Il servait les intérêts de Trump, bien sûr. Quelques semaines avant le scrutin, une vidéo accablante de Trump fait surface. On y entend le candidat se vanter de ses conquêtes auprès du présentateur. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Les soutiens du candidat doivent réagir sans attendre. Leur homme est en péril. Heureusement, Rudy Giuliani, fidèle parmi les fidèles, n'a pas encore abattu toutes ses cartes. On ne va pas se coucher, on ne va pas arrêter de se battre. On a encore quelques bons coups à jouer qui devraient renverser la situation. Le bureau new-yorkais du FBI va jouer un rôle central dans cette opération de la dernière chance. Son inimitié envers les Clinton est ancienne et les esprits s'échauffent devant la probable victoire d'Hillary. Il ne faut pas oublier que durant les 8 années de mandat de Bill Clinton, le FBI enquêtait en permanence sur son administration. Les scandales se sont multipliés. Et des années plus tard, l'animosité envers les Clinton au sein du FBI était encore très vive. Donc il y avait peut-être une ambiance pas forcément pro-Trump, mais plutôt anti-Clinton. Cela dit, c'est vrai qu'on a entendu dire que le bureau new-yorkais du FBI était devenu Trumpland. Trumpland est sur le point d'offrir aux électeurs leur surprise d'octobre. Une bombe médiatique, comme le pays en connaît à chaque élection quelques jours avant le scrutin. Le bureau new-yorkais du FBI vient de saisir l'ordinateur d'Anthony Weiner, un ancien membre du Congrès, contenant d'autres emails d'Hillary Clinton. With just 10 days to go until the election, yet another controversy. On Friday, FBI Director James Comey sent a letter to select congressional leaders announcing that the criminal investigation into Hillary Clinton's private email server has been reopened. Comey était très inquiet pour sa réputation. Il craignait également que des informations sur le contenu de cet ordinateur portable soient divulguées, que cela fasse scandale et que cela nuise à la réputation du FBI et à la sienne. On peut dire qu'il a cherché à sauver ses miches. Je suis sûre que Comey a essayé de prendre une décision dans l'idée que le FBI ne prend jamais parti. Il a voulu protéger le FBI de ceux qui auraient pu accuser l'institution d'avoir fait pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il a vraiment réussi, mais il avait en ligne de mire l'autonomie du FBI. Et bien souvent, l'idéal pour être autonome d'un point de vue politique, c'est de ne pas
faire de politique. Je pense sincèrement qu'il a pris en considération tous ces éléments qui remontent aux origines du FBI. Il faut reconnaître que les décisions qu'il a dû prendre n'étaient pas simples. Good morning, it's Trump. Donald J. Trump will be the next president of the United States. Certains ont estimé que les déclarations de James Comey au sujet de l'enquête sur Hillary Clinton et le fait qu'il dénonce son attitude, alors qu'il n'y avait rien de criminel, ont contribué à faire élire Donald Trump. Peu après son élection, Donald Trump apprend de la bouche de James Comey l'existence de l'enquête secrète du FBI sur les liens de son équipe de campagne avec la Russie. Trump était furieux de savoir que sa campagne faisait l'objet d'une enquête du FBI. Il trouvait que cela entacherait sa victoire. Et il a tout fait pour l'arrêter. C'est ce qui l'a poussé à virer Comey. An historic shakeup in Washington, echoing across the nation. President Trump firing FBI Director James Comey, citing his mishandling of the investigation into Hillary Clinton's emails, but stirring criticism and questions about the FBI's investigation into the Trump campaign's alleged ties with Russia. Are you angry with Mr. Comey because of his Russia investigation? I just want somebody that's competent. James Comey compare Donald Trump à un chef mafieux. Sa manière de diriger est étrangement similaire. Tout ce qui compte, c'est le chef. Comment servir au mieux le chef? Comment peut-on aider le chef? On doit tout faire pour cette personne sans rien attendre en retour. C'est vraiment comme un chef de la mafia. Trump n'est pas quelqu'un qui respecte les experts. Il n'a pas beaucoup de patience avec ceux qui exercent leur indépendance de jugement. Il n'est pas du genre à accorder beaucoup d'importance aux faits. Au-delà de cette défiance, Trump a du mal à supporter l'idée que d'autres partis du gouvernement, comme le département d'État, ont toujours joui d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Tous ces facteurs ont conduit à de nombreux conflits institutionnels avec le FBI. 8 jours après l'éviction de James Comey, le ministère de la Justice lance une enquête sur l'interférence russe au cours de l'élection de 2016 et sur les possibles liens entre l'équipe de Trump et la Russie. Découvrant avec effarement que c'est l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, qui va mener cette enquête, Trump confie à son ministre de la Justice « Je suis foutu, ma présidence est finie ». Mais le nouveau président ne se laisse pas démonter. Pour torpiller l'enquête de Mueller, il élabore un stratagème absurde. Demander directement à Poutine si tout cela est bien vrai. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. So I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. Does the Russian government have any compromising material on President Trump or his family? Je pense qu'on peut dire que l'arrivée de Trump, qui selon moi est un agent russe à la Maison-Blanche, est la conclusion de la plus grande opération d'espionnage de tous les temps. Je ne crois vraiment pas que Trump soit un agent russe et qu'il obéisse à Poutine. Clairement, on n'en sait pas assez pour affirmer ça. Cela dit, la déférence que Trump manifeste envers Poutine reste inexplicable. À ma connaissance, Poutine a juré solennellement par 2 fois de détruire les États-Unis. Et il ne s'en sort pas trop mal pour l'instant. Et Trump ne comprend pas pourquoi Poutine nous voudrait du mal. Ben, justement parce qu'il a juré 2 fois de le faire. C'est dingue.
Good morning, everyone, and thank you for being here. L'enquête de Mueller conduit à 34 mises en examen, dont 12 ressortissants russes. Michael Cohen, l'avocat personnel de Trump, est condamné à 3 ans de prison. L'inusable Rudy Giuliani hérite bénévolement de son rôle d'homme à tout faire. Mais quand sort enfin le rapport Mueller, Trump a méticuleusement écarté la plupart des proches de James Comey au sein du FBI. Il a surtout placé son homme à la tête du ministère de la Justice. William Barr devient attorney général et chapeaute de facto le FBI. C'est lui qui se charge de présenter au public une version expurgée du rapport Mueller. Il brouille les conclusions de l'enquête et censure lourdement le rapport. Ainsi que l'indique clairement le rapport du conseiller spécial, le gouvernement russe a tenté d'interférer dans nos élections. Mais grâce à cette enquête approfondie, nous savons désormais que les agents russes n'ont pas bénéficié de la coopération du président Trump ou de son équipe de campagne. William Barr savait que la plupart des Américains ne liraient pas le rapport Mueller, donc il a lui-même orchestré sa publication dans une version dénaturée. Il a affirmé que le rapport disculpait Trump, alors que ce n'était pas le cas. On peut dire que Trump a vraiment gagné. Pourtant, l'enquête de Mueller a mis en évidence une accumulation d'actes répréhensibles. Mais, en fin de compte, le rapport n'a pas vraiment nui à la présidence de Trump. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend du bord politique de chacun. L'article 2 de la Constitution des États-Unis, qui définit le pouvoir exécutif et les pouvoirs du président, ne dit rien sur l'application de la loi. Trump a enfreint beaucoup de normes et il ne s'est pas gêné pour empiéter sur l'indépendance du FBI. Et on ne peut pas vraiment l'arrêter. À ce stade, l'ultime rempart prévu par notre Constitution en cas d'abus de pouvoir de l'exécutif est la destitution. En septembre 2019, la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, enclenche une procédure de destitution. The president must be held accountable. No one is above the law. Le Congrès prononce la destitution de Donald Trump. Mais le président est acquitté par le Sénat aux mains des républicains. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely, but I've done things wrong. But this is what the end result is. Soutenu par un Sénat républicain, une Cour suprême qui penche de plus en plus à droite, et surtout William Barr, son attorney général convaincu que le président est au-dessus des lois. Donald Trump, président, a systématiquement détruit tous les contre-pouvoirs qui fondent le socle de la démocratie américaine. Par rapport à ce que fait William Barr, James Comey et les autres types douteux qui ont dirigé le FBI sont des amateurs. Barr est une menace. C'est un idéologue qui n'hésite pas à détourner un rapport officiel indépendant pour en faire de la propagande pour Trump. Il est président, donc, selon Barr, il ne peut pas être inculpé. Mais il ne va pas rester président éternellement. Si quelqu'un a envie de le poursuivre après son mandat pour toutes les charges qui pèsent contre lui, je suis sûr qu'il finira par être condamné. Pourriez-vous inculper le président après la fin de son mandat? Oui. Vous pourriez inculper le président des États-Unis pour obstruction à la justice après la fin de son mandat? Oui. Tant qu'il sera président, sous la protection de William Barr, Donald Trump pourra à loisir étouffer la justice américaine et achever de dompter le FBI. Si le FBI est muselé et tenu en laisse, et qu'il montre patte blanche, qui peut l'arrêter? Personne. Personne?
Pas tout à fait. La démocratie américaine, fragilisée par les assauts de Trump, est encore debout et le peuple reste maître de son destin. Comme le chantait Woody Guthrie, le plus célèbre des locataires de Trump à Beach Haven, les électeurs peuvent reprendre leurs droits sur ce qui est encore leur pays. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest, the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.